Première grande étape de ce grand angle, l'Irak. Dans l'enfer de Mossoul, certains bénévoles donnent de leur temps pour soutenir les combattants de l'armée régulière de Bagdad. Vivres et nourriture sont fournis aux soldats mobilisés pour récupérer la ville antique des mains des djihadistes. Regardez. À 25 km de Mossoul, ces bénévoles préparent des milliers de repas par jour. Ils sont chiites et prêts à risquer leur vie pour apporter de quoi manger aux combattants. Ils livrent les troupes régulières, mais surtout les hommes du Hashed Sha'abi, les unités de mobilisation populaire. Cette force paramilitaire, dominée par des milices chiites, souvent soutenues par l'Iran, est née d'une mobilisation contre l'organisation État islamique en 2014. On commence à 5 h du matin jusqu'à minuit. Notre convoi reste 10 jours, certains restent 5 ou 7 jours. Dès qu'un convoi part, un autre arrive. Nous cuisinons tous pour le Hashed. La route qui mène au front est encombrée de voitures pleines à craquer de nourriture. La plupart des convois roulent sur des centaines de kilomètres depuis Bassora, Karbala ou Bagdad dans le sud de l'Irak. Une véritable ferveur populaire et un devoir religieux pour certains. L'objectif est de servir les combattants, mais aussi les réfugiés chassés par l'EI, pour qu'ils puissent sécuriser la région et leur permettre de rentrer chez eux sains et saufs. Les bénévoles assurent que les fonds sont collectés uniquement auprès de particuliers. Sur la ligne de front, ces hommes livrent aussi gratuitement des vêtements aux combattants de la police fédérale irakienne. Comme vous le voyez, nous sommes en première ligne et nous avons des sous-vêtements, des chaussures, des foulards et des casquettes. Ils apportent tout ce que vous voulez, à manger, à boire, tous les types de viande, de poisson, tout, même des recharges de téléphone. Grâce à ce soutien bénévole, les combattants du Hashed assurent être mieux approvisionnés que l'armée elle-même sur les autres fronts. Mais ils ont promis de ne pas intervenir à Mossoul même et ne jouent qu'un rôle de soutien pour l'instant. Leur objectif, Tel Afar, une ville chiite à l'ouest de Mossoul. À Mossoul, donc, les forces irakiennes progressent, mais les combattants de l'État islamique qui sont retranchés dans la ville se servent des habitants capturés aux alentours justement de Mossoul comme boucliers humains pour se parer contre les frappes de l'armée aérienne. Andrea. Oui, alors la situation se complique pour les forces irakiennes situées près de la rive du Tigre qui espèrent que les habitants échappés à l'emprise de l'État islamique les rejoignent de l'autre côté de la rive qui n'est elle pas sous leur contrôle. Bon, il y a quand même déjà des habitants qui ont été sauvés de cette situation. Oui, alors environ 15 familles sont parvenues à passer de l'autre côté de la rive et ils se sont enfuis pendant la nuit, ils se sont perdus et après avoir marché quelques jours, ils sont arrivés du côté de la rive et c'est à coup de grands cris et de grands signes qu'ils ont interpellé les forces armées irakiennes pour pouvoir passer de l'autre côté et les forces armées irakiennes leur ont envoyé un bateau. Ils sont sains et saufs. Naïef est un habitant des alentours de Mossoul qui a réussi à échapper à leur contrôle. Il s'en est tiré sain et sauf avec le groupe qui l'accompagnait. Je vous propose de l'écouter. Nous avons quitté le village de Jbala et nous avons marché jusqu'ici en agitant un drapeau blanc. Nous avons entendu une voix qui sortait d'un haut-parleur et qui nous invitait à traverser la rivière. Les femmes ont eu peur, mais je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous avons réussi en fin de compte à traverser la rivière. Dieu merci. Andrea, à quoi ça sert la capture de tous ces habitants ? Alors, ces habitants sont capturés aux alentours de Mossoul, puis ils sont contenus dans la ville en otage. D'un côté, l'armée irakienne progresse et de l'autre, l'État islamique reste sur ses positions. Alors, il faut dire que la population est un petit peu prise, si je puis dire, en sandwich entre les deux. L'ONU a décompté par milliers le nombre de personnes capturées et prises en otage. Ils savent pertinemment que l'armée irakienne essaie de faire le moins de victimes possible. Donc, ils se servent de ce fameux bouclier humain pour justement essayer de se parer contre les frappes aériennes et l'artillerie irakienne. Et il y en a beaucoup des habitants qui sont pris comme ça en otage ? Alors, les habitants, on les compte au nombre d'1 million et dans ces millions se cachent 3 000 à 5 000 soldats de l'État islamique retranchés. D'après les témoignages des habitants rescapés, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils n'ont pas de logement, ils ont peu ou pas de nourriture. La situation s'avère compliquée pour l'armée irakienne qui va devoir combattre
combattre au sol, maison par maison, car les rues de Mossoul empêchent les chars de passer. Merci beaucoup Andrea Benissi. On va maintenant s'intéresser au sort des Yézidis. La communauté kurdophone monothéiste est devenue la principale cible des djihadistes de l'État islamique prise au piège des combats. Elle craint aujourd'hui de voir sa culture disparaître. Plus de détails tout de suite. À l'intérieur de ces tentes, étalées à perte de vue, se trouve une grande partie du peuple yézidi, une des cibles privilégiées des atrocités perpétrées par l'État islamique. Cette famille yézidi est originaire de Mossoul. Les combats sanglants qui opposent djihadistes et forces régulières kurdes et irakiennes les ont contraints à quitter leur maison. Ils se sont retrouvés dans ce camp irakien de Duhok, mais tous ici ont une crainte, celle de perdre une culture ancestrale qui a survécu à d'autres persécutions. Avant l'État islamique, Bashika et Bezani étaient des villes très belles et leurs habitants vivaient en paix. Les Yézidis, les chrétiens et les musulmans formaient une seule famille et une seule société, parce qu'on partage les mêmes traditions. Mais Daesh a tout ruiné. Les Yézidis représentent une minorité d'Irak. Ces kurdophones, adeptes d'une religion pré-islamique, se sont imprégnés au fil du temps des traditions chrétiennes et musulmanes. Une richesse spirituelle issue de la cohabitation interculturelle désormais perdue. Impossible de retourner chez eux pour le moment. Les mines tapies dans le sable et Daesh tout près représentent une trop grande prise de risque. Nous allons rentrer chez nous à Bashika et Bezani quand Daesh quittera la ville. Tant qu'il est encore à Mossoul, on n'est pas en mesure de rentrer chez nous faute de sécurité. On a peur. D'après le gouvernement kurde d'Irak, sur les 550 000 yézidis du pays, près de 400 000 ont été déplacés et 4 000 capturés. Et 5 ans après la révolution de Jasmin, les Tunisiens réclament aujourd'hui justice et réparation pour les méfaits commis par les pouvoirs dictatoriaux des présidents Bourguiba et Ben Ali. Jonathan Serrero. Oui, toutes les victimes de ces deux ex-présidents tunisiens peuvent s'appuyer sur l'action de l'instance Dignité et Vérité, une instance de justice transitionnelle chargée de traiter les préjudices durant les périodes de règne des deux anciens chefs d'État tunisiens. L'IVD est aussi chargée de dédommager les victimes de viols, d'exactions, de tortures et les familles des personnes exécutées par les anciens responsables de Tunis. Près de 62 300 dossiers ont été jusqu'ici enregistrés par l'instance, une instance qui peut compter aussi sur les travaux de 6 commissions chargées d'étudier au cas par cas les différents dossiers, une instance qui regroupe 25 000 personnes employées. Jusqu'ici, un peu plus de 5 000 auditions ont été effectuées, dont la dernière qui s'est déroulée au mois de novembre dernier. Je vous propose d'écouter l'une des victimes. Après 6 ans, nous sommes venus pour faire entendre notre voix. La vérité concernant ce martyr est encore absente. Mon frère est sorti manifester comme tous ceux qui manifestaient contre le régime autoritaire. Ils lui ont tiré une balle dans le cœur et il est mort sur le coup. Que son âme repose en paix. Alors Jonathan Serrero, certes, cette instance prend le temps d'écouter et de s'occuper du sort de ces victimes, mais leur action est quand même contestée encore. Oui, sur les 62 300 dossiers enregistrés et déposés, seulement une vingtaine ont fait l'objet d'un règlement jusqu'ici. Une faible productivité qui s'explique par des dissensions en interne au sein de l'association et des tensions aussi avec le pouvoir politique. Un pouvoir politique qui accuse l'IVD de privilégier les dossiers de victimes proches du mouvement islamiste Ennahda, qui était au pouvoir d'ailleurs à Tunis. D'ailleurs, 70% des dossiers en cours d'instruction concerneraient, selon eux, ces militants. De son côté, l'instance juridique dénonce la nouvelle loi de réconciliation économique ordonnée par la présidence de la République actuelle. Le texte, en effet, disculperait les hommes d'affaires de l'ancien régime impliqués dans des affaires de spéculation mafieuse. Un racket d'État qui a d'ailleurs permis à l'ancien président Ben Ali de posséder 21% des bénéfices du secteur privé tunisien, symbole de ces tensions. La ville de Kasserine, principal foyer des révoltes de 2011, la ville du centre-ouest du pays, a longtemps souffert et souffre encore de l'oubli des autorités. Un taux de chômage supérieur à 20%, une espérance de vie en baisse sous les 70% et un taux d'analphabétisme égal à 32%. Face à l'oubli des autorités, la ville a été le théâtre de nombreuses émeutes sur les 40 dernières années, des émeutes réprimées dans le sang par les autorités. On va écouter le désespoir des habitants de la ville. On les écoute.
Je n'ai aucun espoir en l'état en ce moment. Le seul espoir, c'est le mont Saloum de Shahambi. Je dis à Youssef Chahed, le Premier ministre, de faire attention parce que nous allons rejoindre la montagne. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Je demande la réadaptation des institutions, de l'infrastructure, c'est la moindre des choses. Et autre zone de conflit, celle qui oppose l'armée turque aux rebelles kurdes du PKK, symbole de ces tensions, la ville de Simak. Cette localité du sud-est du pays a été le théâtre ces dernières années de combats sanglants. Après 8 mois de couvre-feu, la population pense ses plaies et découvre, incrédule, l'étendue des débats. Regardez. Une mosquée dressée au milieu des gravats et des grues qui déblaient sans interruption. Après 8 mois de couvre-feu, les habitants de Şırnak commencent à revenir depuis 2 semaines. Mais dans cette ville à majorité kurde, située à la frontière turco-irakienne, la vie ne peut pas reprendre comme avant. Celadin Baran était un homme riche. Il découvre qu'il ne possède plus rien. Ma famille possédait 5 magasins. Il n'y a plus rien, tout s'est effondré. Nos maisons sont détruites. Nous possédions un immeuble ici, avec 10 appartements. Un autre immeuble là-bas, avec 3 appartements. Sous ce bâtiment, j'avais 2 magasins. Tout cela est parti en fumée. Depuis mars dernier, de très violents combats ont opposé ici les forces de sécurité turques aux rebelles du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation classée terroriste par Ankara et Bruxelles. Nous avons trouvé l'endroit où était notre maison. Il n'y a plus rien. Nous n'avons plus rien. Nous avions tout chez nous. Nous avions une baignoire, des couvertures, une télévision, un réfrigérateur, tout cela. Mais tout est en poussière. Jusqu'ici, les combats entre l'armée turque et les combattants kurdes avaient surtout lieu dans les zones rurales. Mais ces derniers mois, les centres urbains du sud-est de la Turquie ont été eux aussi touchés. Des centaines de milliers de personnes ont dû prendre le chemin de l'exode. Avec l'hiver qui s'installe, la situation est alarmante. Keze Alkan habitait ici. Elle doit désormais trouver de quoi faire survivre ses 5 enfants. Ce que je ramasse là, je vais le brûler pour nous tenir chaud. Mes enfants ont froid, nous n'avons plus ni bois, ni charbon, ni rien. Nous n'avons plus rien en fait. Ce que je possédais est là, sous les débris. Dans le centre-ville de Şırnak, plus de 2000 habitations ont été détruites, que les autorités ont promis de reconstruire le plus rapidement possible. Depuis le déclenchement du conflit kurde en 1984, plus de 40 000 personnes ont été tuées. Et c'est l'heure du journal du sport.